En fait, on a 4 experts qui sont aussi en ordre alphabétique. Donc, vous avez M. Bellemare, Charles Bellemare, vous avez Raquel Fonseca, vous avez André Hamelin, et vous avez... Lemelin, excusez. Lemelin. Et vous avez Delabarre Stefanovic. C'est ça? Presque. Presque. Alors, on a un beau panel ici. Je vous rappelle toujours le thème, finalement, du bloc numéro 4, qui est le rôle des chercheurs dans l'élaboration des politiques publiques. Alors, je vais vous demander, à tour de rôle, en fait, je vais reposer un peu la même question que j'ai posée à Pierre. Quel rôle vous voyez pour les chercheurs, justement, dans l'élaboration des politiques publiques? Et je voudrais savoir, vous personnellement, est-ce que vous pensez avoir influencé certaines politiques publiques? Est-ce que vous pensez être capable ou devoir le faire d'influencer des politiques publiques? Alors, je vais commencer par M. Bellemare. M. Bellemare, vous êtes professeur à l'Université Laval. Vous avez aussi un partenariat avec Cyrano concernant un projet sur les personnes handicapées. Les personnes handicapées, c'est-à-dire l'intégration dans l'emploi des personnes avec des incapacités. Vous travaillez aussi sur un autre domaine avec ce qu'on appelle un projet sur les filières d'études avec le Cyrano, sur lequel vous avez travaillé. Vous êtes un expert, donc votre concentration, votre spécialité est beaucoup en économie comportementale et expérimentale. Alors, j'aimerais ça vous entendre parler sur les contributions, justement, de l'économie expérimentale et comportementale à, justement, l'élaboration des politiques publiques ou dans les politiques publiques. Merci beaucoup pour l'invitation à participer à cette journée d'aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter Claude Montmarquette plus tôt ce matin, remémorer le moment où j'ai eu l'opportunité de découvrir l'économie expérimentale grâce à lui. Donc, j'étais professionnel de recherche avec Claude Montmarquette au début des années 2000 et nous avons notamment travaillé sur cet article. Merci. Sur les choix de filières. Évidemment, j'avais oublié qu'on avait de la difficulté à remplir le laboratoire d'économie expérimentale puis que je courais dans les rues ramasser des passants puis les convaincre, mais évidemment, c'est une bonne anecdote. Donc, on m'a demandé de dire quelques mots sur les contributions potentielles de l'économie expérimentale à l'évaluation des politiques publiques. Fait que dans ma compréhension, traditionnellement, les économistes exploitaient surtout des données moins administratives, des données d'enquête, occasionnellement des données administratives, pour essayer d'inférer comment les individus répondraient ou réagiraient aux incitatifs de différentes politiques. Donc, c'est des données qui sont généralement extrêmement riches, mais ils ont aussi des limites. Il y a beaucoup de variables ou de facteurs inobservables qu'on ne peut pas documenter dans ces banques de données-là, mais qui pourraient, en principe, affecter non seulement le comportement des gens, mais leur réaction à différentes politiques. Et c'est là, à mon avis, que l'économie expérimentale a beaucoup à contribuer. Parce que si vous n'êtes pas familier avec c'est quoi une expérience en économie, tel qu'on le faisait au Cyrano, on faisait des expériences de type laboratoire. On invitait des gens, ils étaient installés devant un terminal informatique, on leur expliquait un jeu avec des incitatifs, on leur donnait de l'information. Et évidemment, différentes personnes avaient différents degrés d'information. Et notre objet à nous, c'était d'inférer de leurs décisions, en fonction de l'information qu'ils avaient, ces facteurs inobservables-là, oui, qui nous intéressaient à comprendre pour essayer de mieux conseiller les politiques publiques. On s'est intéressé au Cyrano avec des expériences de type laboratoire, mais de nos jours, on fait aussi des expériences de terrain, où on va en entreprise, où on va dans différentes régions, faire des manipulations très similaires pour, encore une fois, essayer d'apprendre sur ces facteurs inobservables. Pour l'instant, peut-être un peu vague, j'ai 2 exemples à discuter avec vous de facteurs inobservables, puis comment ça peut, en principe, informer les politiques publiques, notamment notre article en 2000, donc le paradoxe qui existait à ce moment-là quand on travaillait ensemble, Claude Montmarquette et moi, était que les femmes étaient généralement surreprésentées à l'université, mais sous-représentées dans les domaines des sciences pures. Et on avait regardé ensemble la littérature et bien sûr, traditionnellement, avec les données d'enquête, ce qui ressort, on a tendance à se concentrer sur les explications comme les probabilités d'obtenir un emploi dans différents secteurs, les revenus dans différents secteurs. Ce qui ressortait de la littérature, c'était que oui, c'est des facteurs importants, il ne faut pas les mettre de côté, mais il y a encore beaucoup de choses incomprises qui ne permettent pas, encore une fois, d'expliquer ce genre de paradoxe-là. Et c'est là que Claude Montmarquette avait soulevé l'hypothèse que peut-être que les
les hommes et les femmes diffèrent en termes d'un facteur inobservable, les préférences. Peut-être que les femmes sont plus averses au risque que les hommes. Peut-être que les femmes sont plus attirées vers des milieux de travail où il y aurait une coopération, plutôt que des milieux de travail où les individus travailleraient un peu plus de manière isolée. Donc, on parle ici de facteurs inobservables. Ces préférences-là ne se retrouvent pas dans des bases de données, que ce soit administratives ou d'enquête. Et donc, qu'est-ce que Claude Marquette désirait faire? C'est d'effectuer des expériences pour essayer de mesurer, oui, est-ce que les femmes et les hommes ont les mêmes tolérances par rapport au risque? Est-ce qu'elles ont une prédisposition différente d'être attirées vers des milieux de travail qui seraient collaboratifs? Bien sûr, ce genre d'information est très utile parce que c'est un complément à l'information qu'on avait déjà sur les facteurs un peu de base, mais ça peut aussi orienter les politiques publiques dans la mesure où si on se rend compte qu'il faut donner plus d'informations sur le genre de travail que les sciences pures offrent. Oui, on pourrait peut-être démystifier la condition que ce n'est pas des emplois qui sont nécessairement appelés à travailler seul un peu dans sa bulle. Il y a aussi une dimension collaborative et ainsi on pourrait convaincre peut-être plus de femmes à entrer dans ce genre de domaine-là. Ça, c'est un exemple où l'économie expérimentale, encore une fois, complémente, à mon avis, d'autres facteurs qui avaient été identifiés. Deuxième exemple, je le connais un petit peu mieux parce que je travaille présentement là-dessus. Je pilote un projet de recherche qui, notamment, vise à trouver des solutions aux problèmes d'employabilité des personnes qui vivent avec des handicaps. Donc, au Québec, en ce moment, les taux d'emploi des personnes handicapées sont systématiquement beaucoup plus faibles que les personnes qui ne sont pas en situation d'handicap. Le paradoxe, c'est que le gouvernement du Québec a notamment mis en place différents programmes de subventions salariales pour venir en aide aux entreprises qui voudraient embaucher ces personnes-là. L'idée, c'est de dédommager pour la perte de productivité possible de ces travailleurs-là. Les subventions salariales offertes par le gouvernement du Québec sont extrêmement généreuses. Ça peut couvrir jusqu'à 85 du salaire de la personne recrutée. Mais malgré tout, les taux d'emploi des personnes handicapées, depuis l'introduction de ce genre de mesures-là, sont restés relativement stables. Donc, c'est un autre paradoxe. Et là, le facteur inobservable qui nous intéressait, c'était de savoir est-ce que la discrimination, est-ce qu'elle existe au Québec à l'endroit de ces personnes-là? Mais de manière un peu plus profonde, est-ce que la discrimination pourrait atténuer l'efficacité des politiques publiques, donc de cette subvention salariale-là? Donc, on a encore ici un apport de l'économie expérimentale où on a fait une étude, une expérience de terrain. Très simplement, on a envoyé à peu près 1500 candidatures fictives en réponse à des vraies offres d'emploi à travers le Québec. Et dans certains CV, on révélait que la personne était handicapée ou pas. Et sans trop de surprise, il y a eu de la discrimination. Les taux de convocation aux entrevues, lorsqu'on révélait le handicap, étaient à peu près 2 fois plus faibles que lorsque le handicap n'était pas révélé. Ce qui est un peu plus intéressant pour nous, c'était de voir que l'écart était suffisamment grand pour qu'on puisse déduire de ça qu'à peu près la moitié des entreprises doivent discriminer pour qu'on ait cet écart de taux de convocation. Et pourquoi c'est intéressant? Là, je reviens à l'inefficacité des politiques publiques. C'est qu'on a pu prendre ce chiffre-là de 50 des firmes au minimum qui discriminent, puis on les a mis dans des modèles traditionnels que les économistes estiment pour prévoir ou simuler l'impact, notamment de la subvention salariale. Oui? Grâce aux données expérimentales, on a donc bonifié l'estimation de nos modèles. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? C'est vraiment intéressant. En l'absence de discrimination, eh bien, les subventions salariales auraient dû marcher. Oui, le taux d'emploi des personnes handicapées aurait dû augmenter d'à peu près 40 Et lorsqu'on insérait dans notre modèle qu'au moins 50 des firmes discriminent, et ce chiffre-là, encore une fois, vient de nos résultats expérimentaux, la simulation suggérait que la subvention salariale ne devrait pratiquement pas fonctionner. Évidemment, c'est tout à fait conséquent avec les faits ou le paradoxe que j'essayais d'énoncer. Oui, donc on a ici une situation où le facteur inobservable de la discrimination semble atténuer l'efficacité des politiques publiques. Et encore une fois, pour faire ce genre de recherche-là, c'est important pour nous d'aller mesurer, encore une fois, quelque chose qui n'est pas facile à mesurer dans des données plus traditionnelles, cette dimension de la discrimination. Et ultimement, ça va nous mener, en termes d'équipe de recherche, vers des approches, pas nécessairement pour revaloriser la subvention salariale, oui, mais pour vraiment, il faut s'attaquer au problème de discrimination et la perception des employeurs. Et si on peut réduire le problème de discrimination, la perception des employeurs envers ce groupe-là, eh bien, l'efficacité des politiques publiques va en être bonifiée. Oui.
Donc, le message que j'avais peut-être à dire aujourd'hui, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de place encore pour l'économie expérimentale, pas comme un substitut pour d'autres types de données, mais c'est vraiment pour un complément. Oui, il faut avoir en tête l'idée qu'on a un modèle, on a des hypothèses. Il y a certains éléments du modèle qu'on est capable de calculer ou d'estimer ou de quantifier avec les données existantes, mais les éléments manquants, ce que j'appelle les facteurs inobservables, eh bien, l'économie expérimentale nous permet de les quantifier, et c'est cette combinaison d'informations-là qui, à mon avis, offre d'énormes perspectives pour l'appréciation des politiques publiques. Mais c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Je pense que j'ai de la lecture à faire, puis me mettre à jour sur l'économie expérimentale et comportementale, mais je pense qu'il y a énormément de potentiel, justement, pour les politiques publiques, pour déterminer les politiques publiques, puis peut-être aussi vérifier l'efficacité de ces politiques publiques-là. Je pense que c'est un bel exemple que vous nous avez donné. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Raquel Fonseca, alors, oui, le micro. C'est moi qui dois faire les... Si vous le faites, ou peut-être que si vous voulez, on va vous le faire ici, là-bas, sans problème. Il n'y a pas de problème. Donc, vous êtes professeur en sciences économiques à l'École de gestion de l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Quand j'ai vu votre CV, j'ai vu que vous aviez un intérêt vraiment marqué pour les politiques publiques. Je trouve ça intéressant. Vous êtes co-titulaire de la chaire d'industrielle alliance sur les enjeux économiques des changements démographiques, co-titulaire avec Bernard Fortin, je crois, et Pierre-Carl Michaud. Vous êtes aussi chercheuse au Centre de recherche sur les risques, les enjeux économiques et les politiques publiques, ce qu'on appelle le CREP, je crois. Donc, vous avez été aussi membre du comité d'experts sur le revenu minimum garanti. Donc, vous avez beaucoup d'expérience, vous travaillez beaucoup avec les politiques publiques. Donc, j'aimerais vous entendre, justement, quelle est votre expérience personnelle de l'influence que vous avez pensé avoir sur les politiques publiques ou l'influence sur la création de politiques publiques ou l'élaboration de politiques publiques. Merci. Et en effet, je vais en profiter de ces 12 expériences comme co-titulaire de la chaire et comme membre du comité de revenu minimum garanti pour faire le tour sur un sujet que ça va être dans la diapositive suivante. Oui. Dans la chaire, nous, on approfondit, on analyse, on étudie les impacts économiques sur les changements démographiques. Notre recherche elle va autour de 3 sujets, que c'est les retraites et l'épargne, les transformations du marché du travail et la santé. Moi, aujourd'hui, je vais parler seulement de la transformation du marché du travail. Bon, comme vous pouvez voir, il y a plein... Le marché du travail, c'est toujours, et toute la vie, ça a été en transformation. Alors, ça, ce n'est pas une chose nouvelle. Alors, je vais énumérer un peu les facteurs que je pense que maintenant, ça peut être important. Un des enjeux qu'on est très intéressé et qu'on analyse dans notre chaire, c'est les changements, comment le changement technologique a fait le marché du travail, mais dans un contexte de vieillissement. Vous pouvez voir que la proportion de taux d'emploi des personnes de plus de 55 ans, depuis les dernières décennies, il a augmenté beaucoup. Et même le Québec, il a un rattrapage à faire avec le Canada. Aussi, en même temps, il y a des comportements individuels dans le marché du travail, mais aussi occupationnels. Et on peut voir aussi qu'il y a des changements, par exemple, dans les taux et pourcentages de population qui décident d'être entrepreneurs. C'est-à-dire l'entrepreneuriat des 3e âge, il a augmenté. Vous pouvez voir que les pourcentages de personnes qui sont travailleurs autonomes entre l'âge de 25 et 54 années, il a diminué dans le temps. Et cependant, il a augmenté beaucoup les personnes de 55 et plus. Alors, toutes ces mesures, dans la prochaine diapositive, on peut voir qu'il est dans un contexte où il y a la pénurie de main-d'œuvre. C'est-à-dire, on souffre maintenant, on le voit, les experts, mais aussi les médias, ils font beaucoup d'emphasis sur la rareté de quelques postes de travail, non seulement dans la qualité, mais aussi dans la quantité. Cependant, on parle beaucoup d'automatisation et de robotisation, mais on ne sait pas vraiment les enjeux. Dans le cas, par exemple, il y a des experts qui pensent que ça va être quelque chose de très, très profond, ce changement, et il va y avoir beaucoup d'automatisation, et c'est le scénario plus pessimiste, il va changer il va y avoir beaucoup de changements dans le marché du travail dans les prochaines années. Il y a d'autres chercheurs plus optimistes, je dirais, que
ils disent non, ça va être un problème de réallocation et il ne va pas être si important parce que toujours on a eu des mouvements. Cependant, on sait qu'il va y avoir un changement. Ce changement, ça peut être des réallocations, plus positives, mais ça peut être qu'il va y avoir une augmentation des loisirs dans la population. Alors, il va y avoir des enjeux à devoir, en termes de politique publique, à faire, comme par exemple, qu'est-ce que ça va être le rôle de la formation dans toute cette histoire? Qu'est-ce que ça va être le rôle de la formation continue? Pas seulement l'éducation, le capital humain de debout, mais aussi comment ça va être important la formation au long de notre vie de travail. Parce que les travailleurs, ils vont probablement avoir plusieurs postes de travail, pas comme jusqu'à maintenant, qu'on a eu un ou deux postes de travail. Et un autre aspect, c'est, si on retourne, c'est dans les experts et dans les médias, on parle par exemple de politiques publiques comme les revenus minimum garantis. Cependant, on ne sait pas si ça va augmenter les loisirs, alors peut-être ça peut être une solution ou non. Il y a beaucoup de questionnements sur ce sujet-là. Le Canada aussi, il doit faire face à comment concourir à niveau international pour attirer à tous ces travailleurs hautement qualifiés pour remplir la productivité, comme c'est aussi nommé. Alors, tout ce type d'enjeux que j'ai géré sur les transformations du marché du travail, comme vous voulez, il y a plusieurs éléments. Il y a l'éducation, il y a la décision occupationnelle, il y a même quand on va en retraite. Non? Parce que maintenant, on ne vivrait plus, on peut travailler plus tard. Est-ce qu'on décide d'être travailleur autonome, aller à temps partiel? Il y a plusieurs enjeux. Alors, un des mécanismes, des méthodologies qu'ils m'ont demandé de faire les liens avec les sujets de la transformation des marchés du travail, c'est la programmation dynamique, les modèles de programmation dynamique. Qu'est-ce qu'il nous apporte ce type de modèle? Dans ce type de modèle, on peut suivre les individus au long du cycle de la vie. Alors, on peut avoir l'éducation, les décisions éducationnelles, on peut avoir les décisions des individus du marché du travail, même dedans, une fois qu'ils sont dans le marché du travail, ils peuvent décider la formation et aussi quand ils vont aller en retraite. Mais ce type de modèle, il y a l'enjeu qu'ils ont besoin de données. Alors, beaucoup de fois, on a les données. Alors, je vais un peu suivre un peu quelques de mes collègues. On a besoin de données expérimentales, longitudinales et administratives. Parce que maintenant, on fait beaucoup d'emphasis sur l'expérimental et l'administratif, mais il ne faut pas oublier le longitudinal. Parce que si on veut vraiment suivre les décisions individuelles au long de la vie, on a besoin de données longitudinales. Et ça serait génial de pouvoir les lier à les données administratives. Et je pense que c'est le futur de notre recherche. Ces trois enjeux, expérimental, longitudinal et administratif, et pouvoir les lier. Non? Et avec ce type de modèle, on peut utiliser les données qu'on a, mais on peut utiliser pour les politiques publiques. Il y a des fois qu'on ne peut pas faire des expériments parce qu'ils sont trop coûteux, on ne sait pas tous les enjeux de notre comportement. Alors, et avant de dépenser beaucoup d'argent à faire implémenter une politique économique ou de faire en disant que peut-être c'est pour toute la population, peut-être on peut premièrement essayer ce type de modèle pour voir des scénarios contrefactuels et voir les enjeux de politique économique. Et ça, c'est un des avantages de ce type de modèle. On peut les individus, ils sont les attentes futures, les budgets présents, mais aussi les budgets espérés futurs, et on peut avoir ces contenus d'information. Cependant, ce type de modèle, il y a un désavantage. C'est qu'ils sont très complexes, qu'ils utilisent des techniques économétriques et numériques très avancées, et ce n'est pas tout le monde qui peut se former dans ces techniques-là. Alors, dans les prochaines diapositives, que ça va être ma dernière, c'est là où je vais faire le lien entre ce que je vous ai raconté et l'élaboration des politiques publiques. Le rôle des chercheurs, selon moi, c'est premièrement nourrir les débats sur la transformation numérique. On doit donner les faits, on doit étudier, on doit exposer avec tous les types de chercheurs qui font ce type de sujets. Mais après, c'est former les étudiants, surtout des cycles supérieurs, parce que ce sont des techniques qui sont un peu plus compliquées, de les bien former dans ce type de techniques pour pouvoir, quoi? Pour pouvoir faire l'élaboration des politiques publiques et
aussi savoir et la comprendre, qu'il y a plus de personnes qui peuvent comprendre ce type de modélisation et les résultats. Et aussi, je vais faire le lien avec ce que dans le bloc 1, Nicolas et France, ils ont dit, maintenant aussi Pierre Fortin, que la communication des chercheurs, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on a des fois des modèles très compliqués, avec des techniques très compliquées. Et c'est normal que tout le monde ne capture pas tous les éléments. Et beaucoup de fois, les personnes, et surtout les personnes qui doivent implémenter une politique publique, ils ont peur à implémenter quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Alors, je pense que l'importance pour nous, c'est de faire la transmission de l'interprétation de nos résultats. Nous, on a des résultats et on doit donner, normalement, on veut donner les positifs de nos résultats. On doit donner aussi les hypothèses et on doit dire comment vous, les médias, la société, les personnes qui doivent faire la politique publique, comment vous devez interpréter notre évaluation. Et je pense que ça, c'est où je vais finir, parce que c'est ici où le rôle est très important. On a besoin de la société pour les données, pour les subventions, pour l'interaction, pour votre savoir. Moi, quand j'étais dans le comité de revenu minimum garanti, ça a été une expérience incroyable parce que les personnes qu'on a au Québec, moi, j'étais vraiment émouvée de la bonne qualité des personnes qu'on a, qu'ils savent qu'est-ce qu'il y a et ils nous disent à les experts, écoutez, oui, ça c'est très bien dans la théorie, mais il y a ces lois-là, il y a cet enjeu, il y a l'autre. Ça c'est très bon. Et cette interaction, on doit le faire ensemble, parce que sinon on est dans des modèles très théoriques qu'on ne peut pas les transmettre, et eux, ils ne peuvent pas utiliser nos résultats. Et c'est là où je vais finir et laisser la parole. Merci beaucoup, Raquel. C'est vraiment très intéressant. Beaucoup de défis avec les enjeux démographiques. Et je suis content que vous reveniez sur l'aspect communication. Je pense que c'est très important, c'est très central. Si on va avoir une influence sur les politiques publiques, il faut vraiment être capable de bien communiquer le problème, bien communiquer ce qu'on veut dire, les solutions, etc. Donc, vraiment très intéressant. Monsieur Lemelin, je m'excuse encore tantôt, André Lemelin. Donc, vous avez été professeur à l'Université Laval. Vous êtes maintenant professeur honorifique, je crois. Honoraire. Honoraire, c'est ça? Oui. Honoraire au Centre Urbanisation et Culture de l'INRS, donc l'Institut national de recherche scientifique. Vous, j'aime ça parce que vous avez travaillé sur un autre aspect, vraiment sur les outils. Donc, vous avez travaillé beaucoup sur le modèle d'équilibre général calculable. Vous avez travaillé aussi beaucoup sur les statistiques régionales. Donc, vous avez travaillé à créer des statistiques régionales. Donc, je trouve ça très intéressant parce que vous avez travaillé sur des outils qui servent aux décideurs politiques ou au gouvernement pour prendre des décisions. Donc, j'aimerais ça vous entendre parler justement sur ça, sur la création d'outils pour influencer justement les politiques publiques ou même pour tester certaines politiques publiques. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que je suis très heureux de la présentation de Raquel parce qu'elle a terminé en parlant de la complexité des modèles. Oui. Et c'est précisément sur ce thème-là que je veux enchaîner, tout en confessant que les modèles d'équilibre général calculable sont complexes. Et c'est pour ça que j'ai complètement renoncé au défi d'en parler. J'ai plutôt m'adressé assez directement au thème du bloc 4. L'élaboration de politiques publiques qui sont fondées sur le savoir a besoin de faits, de connaissances concrètes. Bref, elle doit pouvoir s'appuyer sur la recherche appliquée. Or, dans une démocratie, l'ordre du jour est conditionné par le calendrier électoral et bousculé par l'actualité. La prise de décision se fait, sinon dans l'urgence, du moins selon des échéanciers qui sont en général serrés. Et cela ne laisse guère de temps pour entreprendre la recherche nécessaire à partir de zéro. Par contraste, la recherche universitaire, guidée à la fois par l'intérêt scientifique et la pertinence sociale, s'inscrit en général dans une durée plus longue et les résultats, tels que les résultats de la recherche appliquée, sont souvent le couronnement d'un édifice qui est basé sur des recherches plus fondamentales et des développements méthodologiques préalables. En simplifiant, on pourrait donc dire que les chercheurs investissent dans la production de savoir, alors que les décideurs ont besoin du capital accumulé de connaissances pour prendre des décisions éclairées. Il y a donc une complémentarité évidente.
Mais pour que cette complémentarité porte ses fruits, il doit y avoir transfert de connaissances. Cela exige non seulement que les chercheurs s'engagent en ce sens, plusieurs de mes collègues ont appelé à cela, mais aussi que l'État y consacre des ressources. À l'investissement des chercheurs dans la production de savoir doit donc se conjuguer un investissement de l'État dans l'appropriation des outils issus de ces savoirs. Parmi les savoirs que produisent les chercheurs se trouvent des modèles économiques et des développements méthodologiques, dont les modèles d'équilibre général calculable. À travers ces travaux, les chercheurs peuvent jouer un rôle indirect, mais néanmoins significatif, dans l'élaboration de politiques grâce au transfert des connaissances. Par exemple, j'ai fait partie de l'équipe qui a construit le modèle d'équilibre général du ministère des Finances du Québec. Dans ce cas, notre rôle comme chercheur dans l'élaboration des politiques, dans la prise de décision, a été tout à fait indirect. Le modèle est couramment utilisé par le ministère, notamment dans la préparation du budget du Québec. Évidemment, on ne nous en parle pas. J'ai aussi développé pour l'Institut de la statistique du Québec une méthode d'estimation du produit intérieur brut des régions. Inutile de dire que dans ce cas-là, le projet n'avait aucun lien avec les politiques publiques. Mais comme chercheur, j'aurais tout de même contribué à établir les bases factuelles à l'élaboration de politiques. J'ai dit que je ne parlerai pas de modèle, mais je voudrais quand même mentionner un modèle d'équilibre général calculable multirégional de l'économie du Québec. À ma connaissance, il n'en existe pas d'autre, que j'ai élaboré avec Véronique Robichaud. Et je suis extrêmement heureux que parmi les 25 textes qui ont été retenus pour illustrer un quart de siècle de recherche sur l'économie québécoise, le Cyrano ait inclus notre document de présentation du modèle. Pourtant, le modèle n'a encore eu aucune influence sur les politiques publiques. Mais la diffusion du texte par Cyrano nous donne une formidable carte de visite dans les démarches entreprises pour transférer le modèle à l'équipe de modélisation du ministère des Finances. D'ailleurs, conscient de l'utilité des modèles économiques, le Cyrano a créé, avec le ministère des Finances, un pôle d'excellence en modélisation de l'économie du Québec pour favoriser les échanges entre les chercheurs et les économistes du gouvernement sur les questions de modélisation. Mon ami Dalibard, qui est le chercheur responsable du pôle, va probablement en dire quelques mots tout à l'heure. Pour conclure, je voudrais revenir sur la complémentarité entre les chercheurs et ceux qui élaborent les politiques. Pour être prêt à répondre aux questions de demain, un État qui a une vision d'avenir doit en permanence consacrer des ressources à l'acquisition d'outils d'analyse issus de la recherche, comme des modèles économiques. Faute d'entretenir son aptitude à prendre rapidement des décisions fondées sur le savoir, un État mènerait la société dans un cul-de-sac. Car si une organisation humaine n'a pas la capacité et la motivation d'investir dans la préparation de l'avenir, alors elle n'aura pas d'avenir. Merci beaucoup, M. Mabin. Très intéressant. Je peux vous dire que votre modèle d'équilibre général a servi. Moi, j'étais commissaire sur la commission d'examen sur la fiscalité. On a fait faire plusieurs simulations, justement, avec le modèle d'équilibre général. Donc, c'est des outils qui sont très, très utiles. Vraiment, merci. Alors, notre dernier expert panéliste, M. Dalibard Stevanovic. Ah, prise 2, c'est bon. Ah, c'est bon, deuxième fois meilleur. Mon cerveau, ça améliore. Donc, vous êtes professeur aussi à l'école de gestion de l'UQAM. Donc, vous êtes probablement collègue de Mme Fonseca. Oui, je la croise. Oui. Et vous êtes spécialisé en économétrie et en macroéconomie. Et vous êtes responsable du pôle d'excellence en modélisation de l'économie québécoise à Cyrano. Donc, en tant qu'ancien prévisionniste, je vais me sentir plus interpellé peut-être parce que vous allez nous dire comme l'influence que vous pouvez avoir sur l'élaboration des politiques publiques. Oui, merci. Bon, je vais me mettre debout parce que assis, je ne suis pas capable. Donc, est-ce que j'ai le contrôle sur vous avez le contrôle ici. Parce que je vous ai préparé quelques images, je me suis dit que ça va être mieux. Parce que sur quoi je travaille depuis que je suis associé au Cyrano, c'est surtout des boules de cristal.
Okay? Donc, c'est la prévision. Maintenant, ça peut être la prévision pure et simple, comme ça peut être des estimations des effets de traitement ou quoi que ce soit. C'est toujours la prévision, qu'elle soit inconditionnelle ou conditionnelle. Donc, bon, j'ai appelé ça autrement qu'une boule de cristal, mais c'est de l'analyse macroéconomique dans un cadre riche en données. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire big data, données massives, etc. Quelques images. Donc, supposons qu'on veut prévoir, bon, quelle est la variable macroéconomique la plus importante? C'est le PIB, et souvent ce qu'on veut prévoir, c'est le taux de croissance du PIB. Okay? Donc ici, bon, pour confirmer un peu ce que Pierre disait au début, on s'intéresse beaucoup aux données américaines. Bon, ceci parce que c'était disponible et facile d'accès. Donc vous avez ici le taux de croissance du PIB américain, le taux de croissance annualisé, et donc supposons qu'on veut prévoir ça. Okay, donc, il y a bien des gens qui ont essayé de faire ça. Il y a des difficultés, bien sûr, parce que vous avez, même si c'est un taux de croissance, il y a un changement dans la tendance, il y a un changement dans la variance, il y a des grands épisodes de grande inflation, de grandes récessions. Qu'est-ce qu'on utilise pour prévoir ça? Bien, voilà ce qu'on a. Puis là, là vous voyez seulement 248 séries temporelles macroéconomiques. Donc, ça m'a pris peut-être 5 minutes à construire ce graphe. Donc, ces données-là sont facilement disponibles. Donc, c'est les données américaines. Il y a des chercheurs qui ont mis ça à leur disposition. Maintenant, 248 séries, peut-être ça ne vous paraît pas beaucoup, c'est peut-être pas big data, mais dans un modèle dynamique de prévision, ajouter des retards mensuels, trimestriels, etc., vous pouvez facilement faire exploser ces données-là. La difficulté, c'est que malgré toutes ces informations-là, le modèle à battre ici comprend seulement la série à prévoir. C'est-à-dire un modèle autorégressif est extrêmement difficile à battre, que ce soit pour l'économie américaine ou pour l'économie canadienne. Donc, j'ai travaillé un peu sur ça avec plusieurs de mes co-auteurs et plusieurs de mes étudiants qui ont été associés à différents projets au Cyrano. On peut aussi faire, donc si vous n'aimez pas juste la prévision traditionnelle, on peut aussi faire la prévision conditionnelle dans le même cadre. Donc, supposons qu'il y a un choc d'offres de crédit, bien, quels sont les effets sur l'économie. Puis maintenant, pour ces 248 séries temporelles, bien, on peut produire les réponses dynamiques suite à ce choc-là. Donc, c'est un autre aspect de la boule de cristal qu'on voit ici. Mais ce que je veux montrer, c'est plutôt ma boule de cristal par rapport à la prochaine récession, parce que là, on en parle depuis quelques temps. Il y a même la Banque du Canada récemment qui a dit qu'il n'allait pas augmenter les taux d'intérêt prochainement. La Fed a fait la même chose. Les gens disent que quand la prochaine récession, puisqu'ils ont un modèle de durée en tête, ça fait 10 ans qu'on n'en a pas eu, et historiquement, au bout de 10 ans, on a toujours une récession, du moins depuis la Deuxième Guerre. Donc, ce que vous voyez ici, bien, ce sont les prévisions en temps réel de la probabilité de récession aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Parce qu'au Canada, on n'a pas beaucoup de récession. Donc, il faut entraîner un modèle. Je ne peux pas entraîner un modèle sur les épisodes qui n'ont pas eu lieu. Donc, on fait ça sur les données américaines. Ce que vous voyez là, c'est des prévisions faites à différents points dans le temps. Donc, vous voyez que en 2017, on ne prévoit pas vraiment de récession. Puis là, comme on approche la fin de 2018, début 2019, boum, on a un signal sur la récession. Ça, c'est les données trimestrielles. Puis là, quelqu'un n'est pas content, va dire, « Ouais, mais là, je ne peux pas attendre un trimestre pour savoir comment la probabilité de récession bouge, mais on peut faire ça de façon journalière. » Et là, vous voyez un petit film. Donc, ce que vous voyez bouger, ce sont les probabilités de récession pour chaque jour du premier trimestre. OK? Puis ça va monter jusqu'à 38%. Maintenant, puis rappelez-vous, donc ça, c'est pas une analyse historique. Okay? J'ai un modèle que j'ai entraîné sur les données historiques. Et là, je vous dis aujourd'hui, quelle est la probabilité de récession pour 2019-2020. Okay? Est-ce que 38%, c'est beaucoup? Bien, quand je fais cet exercice-là pour la récession en 2008, on avait un signal 1 an avant la récession de 45%. Okay? Donc, est-ce que la boule de cristal aura raison? J'espère que non. J'espère qu'elle va se tromper, mais vous me direz, rappelez-vous de ça, puis vous me direz dans 1 an. Et c'est un modèle qui est bon seulement pour prévoir le point de retournement. Donc, il ne va pas confirmer la récession. Donc, il est fort possible qu'on voit dans les prochains trimestres une baisse de ces probabilités-là, mais s'il y a une récession, ça sera déjà trop tard.
OK? Donc, cet exemple-là, donc, c'est juste pour vous dire comment la recherche peut servir aux politiques économiques. Donc, ce qu'on fait, bon, on fait de la modélisation, on peut utiliser les techniques de machine learning ou donc d'intelligence artificielle, on peut utiliser beaucoup de données, on peut même créer, explorer de nouvelles données, hein, des Google Trends, des données de texte. On peut démystifier ces boîtes noires. Et donc, si on arrive à améliorer les prévisions, ben, il risque d'avoir une meilleure gestion des finances publiques. Hein. Il y a quelques personnes ici du ministère des Finances. Il faudrait savoir c'est quoi l'élasticité des revenus de l'État suite par rapport à la prévision du PIB. Donc, si j'améliore la prévision du PIB de 1 %, de combien on améliore... On espère que le signe est positif. De combien on améliore la gestion des finances publiques. Une meilleure modélisation, que ce soit en macro ou en micro, amène une meilleure évaluation des politiques. Et je trouve que Cyrano et également le pôle en modélisation dont André a fait mention fournit clairement un lieu d'échange, okay, pour faire ces transferts de connaissances. Puis là, les transferts de connaissances, j'ai mis une flèche de deux côtés. Là. Donc, ce n'est pas seulement que les chercheurs envoient des connaissances aux différents ministères, mais l'inverse est aussi vrai. Parce que ma boule de cristal, donnez-moi la variable, puis je vais la prévoir. Okay? Je n'ai même pas besoin de savoir ce que c'est. De donner ça à un ingénieur là, en machine learning, puis c'est ce qu'il va faire. C'est souvent nos ministères qui vont nous dire quelles sont les variables qui sont vraiment importantes et sur lesquelles on devrait travailler. Donc, ce transfert de connaissances, il va clairement dans les deux sens. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vois que vous êtes tous des passionnés de politique publique et que vous aimez participer au débat public. Il ne reste pas beaucoup de temps pour qu'on puisse discuter. D'ailleurs, Pierre, je te ramène dans le panel pour que tu puisses discuter avec eux. Mais j'aurais une question. Dans tous vos travaux, dans tout ce que vous faites, je suis sûr que vous voudriez aller beaucoup plus loin. C'est quoi les principaux obstacles auxquels vous faites face? Est-ce que c'est quoi les principaux problèmes ou les principaux obstacles que vous faites face pour aller plus loin justement dans vos recherches, pour aller davantage au niveau de l'influence des politiques publiques? Est-ce que c'est le manque de données? Est-ce que c'est le financement? Est-ce que qu'est-ce qui vous manque exactement pour aller plus loin, pour aller plus vite? Bon, pour ma part, je ne vais pas taper sur les données parce que j'utilise les données publiquement accessibles. Et là, sur quoi il faut que je tape, c'est Statistique Canada. Donc, il pourrait améliorer un peu l'accès, mais sinon, c'est le temps. C'est le temps qui est le plus difficile à acheter. Je sais que Pierre, tantôt, tu parlais des données administratives au Québec qui était un problème criant. Je ne sais pas, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Pierre? Moi, ma conclusion, c'est que vous quatre, vous démontrez que le Cyrano, c'est génial. mais je répéterai mes trois messages. Premièrement, on a besoin d'être plus nombreux. Deuxièmement, on a besoin d'avoir un accès beaucoup plus libéralisé aux données qui sont fondamentales pour qu'on puisse faire de la recherche avec, non seulement avant le fait, mais aussi après pour faire de l'évaluation. Puis troisièmement, c'est sûr qu'il faut multiplier les échanges avec les décideurs. Et on peut le faire de plusieurs manières. D'abord, il faut former plus d'étudiants intéressés par les politiques publiques, comme dit Raquel, au niveau supérieur, pas seulement au bac. Il faut également placer nos étudiants comme sous-ministres ou ministres. Comme nous, à l'UQAM, on a réussi à placer Éric Girard comme ministre des Finances. Mais évidemment, il faut multiplier les échanges de toutes les sortes. Là, je parle simplement d'un aspect important, le placement de nos étudiants dans l'administration publique pour poursuivre les échanges entre décideurs, nouveaux décideurs et anciens chercheurs. Et puis, bon, mais finalement, ma conclusion ultime est toujours la même. Le Cyrano, c'est génial. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ça? Ou écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à nos panélistes. Merci bien.